Plutôt Errol Spence ou Terence Crawford? Ouh, c'est trop dur. C'est trop dur. De grosses chaînes, pour ne pas les citer, qui misent pas mal sur Ah, certaines... moi, je peux les citer, hein, frère. Hein. J'ai rien à perdre, gros. Hein. Il y a un mec qu'on m'a proposé, franchement, on me l'a proposé 3 fois. Jaron Ennis, on me l'a proposé 3 fois. Ouais. Frère, je vais pas aller me jeter dans la gueule du loup. Pour moi, c'est le seul mec qui peut battre Crawford et Errol Spence. C'est le seul. Franchement, si je le fais, c'est vraiment pour un champion du monde, tu vois. Ouais. On a fait de la rétention d'eau, c'était dangereux. À notre âge, 17-18 ans, faire de la rétention d'eau. T'imagines, toi? 2-3 pommes par jour, 2-3 verres d'eau. Que ça dans la journée, frère. Pour être au poids. C'était insupportable. Alors, je peux te dire que quand tu fais des choses comme ça dans la vie, t'as la valeur de ce que c'est déjà la nourriture. On s'en rend pas assez compte de ces petites choses simples, frère, naturelles. D'avoir de la nourriture, gros. Et quand tu passes par des épreuves comme ça, gros, je peux te dire que c'est traumatisant. Mais un truc de fou, frère. Salut Ahmed, comment est-ce que tu vas? Ça va, super. Ça va, au top. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation dans l'avant-combat, un concept qu'on essaie vraiment de développer. Et merci à Faisal Omrani de nous accueillir dans sa magnifique salle du Cross Counter Boxing Gym à Villeurbanne. Je rappelle le concept en 2 parties. La première, une vingtaine de questions ouvertes sur ton parcours, tes ambitions, ton futur combat. Et la deuxième, en 10 questions, choix binaire. Alors, première question, où est-ce que tu as grandi, Ahmed? Alors, bon, ça va être un peu long parce que moi, je suis né au Maroc. Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Je suis né dans une petite province de Nador, dans la région du Rif. Mon père était déjà en France depuis quelques années déjà. Donc, je suis né, mon père n'était pas là. Il travaillait pour pouvoir subvenir aux besoins de notre famille, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, voilà, en 1995, mon père a eu les papiers, etc., qui a fait qu'on a pu déménager en France. Je suis arrivé dans le 77, à Damary-les-Lys exactement. Ensuite, à l'âge de 8 ans, on a déménagé dans les Yvelines, à La Verreère, une petite ville de 10-15 000 habitants, collée à Trappes, puisque mon père travaillait à Trappes en fait. Et voilà, donc du coup, c'était parfait pour lui. La ville était juste collée. J'ai grandi ensuite voilà, à La Verreère pendant que pratiquement jusqu'à l'âge de mes 18 ans, j'ai fait une année à l'INSEP quand j'avais 18 ans. Ensuite 78. Après Chicago à l'âge de 22 ans pendant pratiquement 7-8 mois. Je suis rentré 78. Après Paris. Je suis rentré 78, Villeurbanne. Alors, ouais, c'est un parcours vraiment, vraiment atypique. Et justement, on va parler de ton parcours très jeune, hein, parce que tu as beaucoup voyagé très tôt dans ta jeunesse, dans ton enfance. Je sais que tu as commencé la boxe très tôt. Peux-tu nous dire à quel âge tu as commencé et qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer le noble art? Déjà, j'ai commencé la boxe à l'âge de 8 ans. C'est tôt, mais je pense qu'il y a encore plus tôt que moi, mais c'est déjà pas mal. Pour un boxeur qui a commencé la boxe en France, 8 ans, c'est pas mal. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire de la boxe? C'est simple. Mon père. Mon père, grand fan de Mohamed Ali et Bruce Lee. Bruce Lee, c'était pas de la boxe, mais c'est du kung-fu, c'était un peu de la boxe chinoise, hein, c'est un mélange. Après, voilà, c'est ce qui a fait que mon père m'a donné des conseils pour pouvoir se lancer dans ce sport-là. Il a essayé de faire en sorte que je le fasse parce que lui n'a pas pu le faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé la boxe au final. Mais après, ça, c'est des choses qu'on comprend lorsqu'on grandit. Quand on est plus jeune, on comprend pas ce, on comprend pas pourquoi notre père nous a poussé à faire un sport ou pas. Et au fond, maintenant, je sais pourquoi. Parce que voilà, il a voulu que j'en fasse et que je puisse réaliser ce que lui n'a pas pu faire malheureusement. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que même si tu n'es plus vraiment à présenter, surtout dans le circuit amateur où tu étais une référence avec tous les tournois que tu as réalisés très tôt, est-ce que tu peux nous parler un peu, pas nous résumer, on va dire, tout le palmarès que tu as en amateur, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand très tôt, bah, tu voyages, tu fais des tournois à l'extérieur, les titres un peu notables que tu as eus, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette séquence dans ton enfance et qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, déjà, c'est simple. La boxe, on commence déjà par la boxe éducative. Ensuite, il y a la boxe amateur. La boxe amateur, pour moi, c'est l'un des chapitres les plus importants parce que c'est cet apprentissage-là
qui va aussi, euh, qui va aussi nous faire savoir quelle est la suite. Parce que pour moi, la suite, c'est une suite logique. Boxe amateur, boxe professionnelle. Après, il y en a certains qui décident de rester en amateur. Mais pour moi, la boxe amateur, ça a été une magnifique expérience. J'ai eu la chance de boxer énormément. 62 combats en 4 ans, c'est énorme. En France, en tout cas. Je sais qu'à l'étranger, dans certains pays comme le Mexique, les États-Unis, les Cubains, etc., ça boxe énormément. Et encore les pays de l'Est aussi. Mais c'est une moyenne de 20-22 combats par an. C'est énorme. Je boxais tout le temps. Donc voilà. Et quand je regarde maintenant, c'est un peu triste. Je ne vois pas beaucoup de boxeurs amateurs boxer. S'ils peuvent faire 5 combats par an, ils sont contents. Moi, c'était pas comme ça. J'avais un entraîneur à l'époque, Tanguy Farouja, qui était... Franchement, il faisait son boulot, il cherchait des combats à droite, à gauche, pardon, et voilà, c'est aussi ce qu'il a fait. Après, attention, j'ai intégré l'équipe de France assez jeune, j'avais 15 ans. Je venais tout juste d'être champion de France cadet pour la première fois, et ça aussi, ça m'a rajouté énormément de combats, parce qu'il y avait des tournois, et des tournois, on sait très bien que tu gagnes un quart de finale, le lendemain, tu as les demi, et encore le lendemain, tu enchaînes tous les jours. Ça pouvait être comme ça, 3-4 jours, tu enchaînes 3-4 combats. Et voilà, c'était une expérience magnifique parce que ça m'a permis aussi de voyager, de découvrir de nouvelles choses. Voilà, franchement, j'ai fait une dizaine de pays avec l'équipe de France. En 3-4 ans, c'est énorme. Je trouve ça énorme et j'aurais pu faire plus, mais j'avais 18 ans. Je sortais des championnats du monde, junior en 2008 au Mexique. D'ailleurs, grosse génération 2008 parce que à cette époque-là, je me rappelle que il y avait énormément de boxeurs qui actuellement sont toujours là, comme Oscar Valdez, Dimitri Bivol, Errol Spence Jr., dont certains, Errol Spence n'a pas fait de médaille au championnat du monde, tu vois. Mais comme quoi, ça veut rien dire parfois. C'est incroyable. Celui qui m'a battu, Dani Ariyolussinov, qui fait champion olympique, plusieurs fois champion du monde. Voilà, il y avait énormément de boxeurs. Et j'en oublie, hein. Ivan Dishko, etc. Après, voilà, c'est ces expériences-là qui font que tu es le boxeur que tu es. Tu peux pas, après, pour moi, il faut pas trop en faire de la boxe amateur. Parce que, à un moment donné, tu vois, tu restes un peu trop dans cette boxe. Alors, tu sais très bien que la boxe professionnelle, elle est faite pour détruire, pour faire mal. Les coups sont puissants. Les bandages, maintenant, ça a changé un petit peu, mais les bandages sont durs, les gants sont beaucoup plus petits, les rounds sont beaucoup plus longs. Donc, forcément, on est à la recherche de l'efficacité. Voilà. Maintenant, c'était une magnifique expérience. Après, qu'est-ce qui a fait aussi que je suis passé pro beaucoup plus tôt que prévu, beaucoup plus tôt que la normale, j'ai envie de te dire, c'est que 18 ans, je sors des championnats du monde junior, les Jeux Olympiques 2008, c'était fait, c'était bouclé. Je ne me voyais pas attendre 4 années. Impatient malheureusement, parce que je sais aussi que c'est un défaut, mais j'ai su le travailler. Hein. Je me suis dit, il faut que je passe pro. Et que... Je me souviens, ouais, c'était au Cirque d'hiver, ça, Canal+, tout ça. T'as fait tes débuts là-bas, je m'en souviens encore. Hein. C'est très très jeune et avec cette bob extrêmement... Il y a 12 ans. Ouais, c'est ça, ça passe très vite. 12-14 ans même. Waouh, c'est incroyable. Mais tu sais que j'ai l'impression d'être resté toujours le même. Mais je suis toujours le même, tu vois, je suis toujours aussi jeune. Moi, je me sens frais. Je me sens d'autant plus frais qu'il y a quelques années, voire plusieurs années en arrière. Donc justement, on parlait du fait que tu aies commencé la boxe très très tôt, très jeune, avec une boxe aérienne. Ensuite, c'est le parcours pro. Est-ce que tu peux nous parler un peu des titres que tu as eus jusqu'à aujourd'hui? Pas vraiment tout retracer, mais les titres notables que tu as eus chez les professionnels. Écoute,
Le début le début de ma carrière en professionnel, ça a été surtout un apprentissage. Tu sais, quand tu es jeune, tu passes pro jeune, il faut que tu apprennes aussi à pouvoir te stabiliser sur tes jambes, etc. Donc, j'étais encore aérien, j'étais encore j'avais encore une boxe assez aérienne, encore type amateur, mais avec le temps, je me suis adapté. Après, c'est toujours très bien de garder sa technique de boxe amateur. Quand tu regardes, ça veut rien dire au final. Tout le monde se dit, ouais, non, il faut être posé plus sur les jambes. Mais t'as des mecs exceptionnels comme Lomachenko qui ont toujours gardé la même boxe et qui s'en sortent très bien. Enfin bref, écoute, mon premier titre de champion de France, ça a été le premier titre que j'ai fait. Au bout de 19 combats quand même. 19 combats, je trouve que c'est beaucoup. Mais après, voilà, on est en France et c'est comme ça. Contre Franca Rochorto, un boxeur valeureux et surtout qui a jamais refusé personne. C'est un gros challenge pour moi parce que il avait énormément d'expérience. Il me semble qu'à cette époque-là, juste avant moi, il avait boxé Andy Lee et je crois que il se fait arnaquer contre Andy Lee. Donc ouais, c'était un peu le combat de ma life. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup souffert. Ça a été les 6 premiers rounds, puis les 4 derniers, j'ai souffert parce que physiquement, lui, c'est quelqu'un qui est très fort et c'est un chevronné de la boxe, quoi. Mais magnifique expérience. Pour la petite anecdote, j'étais présent à ce combat, donc je m'en souviens. Tu vois, c'était un magnifique combat. C'était un très très beau combat, très bel gars. Grave. Alors là, on va direct rentrer un peu dans le vif du sujet. On va parler un peu de tes 2 dernières défaites qui sont très discutables. Hein. Ceferino Rodriguez, décision partagée chez lui, on sait ce que ça veut dire. Jeff Horn, pareil, décision chez lui. Non, après lui, non, celle-là, j'accepte, pas de souci. Ouais, après, c'était serré, c'est vrai que. Oui, ça va, mais moi, franchement, j'ai 3. Non, en fait, j'ai un match nul et 2 défaites que, franchement, la vérité, hein, c'est pas pour, je mérite jamais de perdre. Un match nul que je fais contre Karim Merouj, jamais de la vie je fais match nul parce que même le président du club de l'adversaire me vient me voir dans le vestiaire à la fin, il me dit mais pour moi je pensais que tu avais gagné. Tu vois, pour te dire à quel point, écoute, c'est un match nul, c'est pas une défaite, mais bon. Après une défaite contre Dieudonné Bellinga au Casino du Lion Vert, je méritais vraiment pas de perdre, vraiment pas. Il me met un coup de tête à l'arcade, je suis ouvert, mais ça n'empêche rien. Ça n'empêche pas le fait que j'ai gagné ce combat. Après, c'est pas grave, c'était mon 10e combat. C'est un combat qui m'a permis de me remettre plus sérieux, être plus sérieux dans mon travail, etc. Voilà, mais sinon, oui, la vraie grande défaite que tout le monde a pu apercevoir et surtout qui a fait une petite tâche quand même, mais qui ne m'a pas empêché de revenir plus fort, c'est cette défaite dans un championnat d'Europe. C'est dingue. On se démène toute sa vie pour faire un combat qu'on attend depuis des années, et puis pour qu'au final, 2-3 arbitres viennent corrompre ce combat. Tu vois, pour te dire. Moi, franchement, j'ai eu du mal à l'avaler, tu vois. J'ai pas avalé, et tu vois, quand tu sais que, regarde, ce qui est fou, c'est que c'est pas ça. Ce qui est dingue, c'est que tu perds 2 juges à 1. Il y en a un qui te donne gagnant. C'est ouf. Chez lui, 2 juges à 1 en plus. C'est pas chez lui en Espagne, chez lui dans les îles Canaries. C'est pire, tu vois. C'est comme si je dis, tu sais, c'est une petite enclave, du coup, tu peux pas sortir là-bas, tu vois ce que je veux dire? C'est, en plus, 5-6 000 personnes dans la salle. Franchement, si on va rentrer un petit peu dans les détails parce que c'est une longue histoire, tu vois. Les gens ne savent pas forcément ce qui s'est vraiment passé. Moi, j'ai fait mon combat. Je suis fier de mon combat. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je mérite et surtout ce que j'aurais mérité avoir. C'est une belle victoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Comme je t'ai dit, 2 juges à 1. Un juge me donne gagnant, 2 autres me donnent perdant. Mais dans le combat, je mets un knockdown au 12e round. Je prends 2 avertissements. Donc, 2 avertissements, ça veut dire qu'il faut que tu rattrapes à peu près 3 rounds.
pour refaire l'équilibrage, tu vois. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça m'a permis voilà, de refaire. Je me suis posé énormément de questions, j'ai fait laisse tomber. Mais ça m'a fait du bien aussi c'est des épreuves qui arrivent dans la vie, C'est ça, tu vois. t'en as tiré des leçons en Bien fait. sûr, j'en ai tiré des leçons. J'en ai tiré des leçons et aussi euh, ça m'a un peu dégoûté, tu vois, parce que c'était compliqué à cette époque-là, parce que en fait, ce championnat d'Europe, pardon, je devais se faire en France, mais comme Malamine connaît, en fait, il s'est trompé un peu. C'est pas vraiment de sa faute, tu vois. On peut dire sa faute, mais bon, après, Il y en a qui disent erreur de management, il y en a qui... c'est pas une question d'erreur de management. Si tu veux la vraie vérité, c'est quoi? Tu sais, les gens, ils sont bons qu'à critiquer de toute façon. Bien sûr, Quoi que tu bien fasses. sûr. Mais je te jure, hein, rares sont les personnes qui ont fait ma carrière en France avec très peu de moyens comme je les ai eus. Et je suis encore là, frère. Et je suis encore là. Ça fait combien de temps maintenant que je suis là? Ça fait 14 ans, frère. 14 ans, jamais pris de KO, rien, pas un coup dur. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais au final, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Après, maintenant, c'est un plaisir, tu vois. Si je peux faire un championnat du monde, je le fais. C'est avec grand plaisir. Mais tu vois, malheureusement, on a eu très peu de moyens en France. Alors que si vraiment, ils auraient peut-être misé sur le bon cheval, peut-être que ça l'aurait fait, tu vois. C'est exactement... Aujourd'hui, on le voit, hein. Ça, on le voit aujourd'hui. De grosses chaînes, pour ne pas les citer, qui misent pas mal sur Ah, moi, certaines... je peux les citer, hein, frère. Hein. J'ai rien à perdre, gros. Hein. J'ai rien à perdre, je m'en fous totalement. Hein. Je les connais tous, frère. Je les connais, il n'y a pas de... J'ai rien à cacher, moi. Je mène ma petite vie tranquille. Dieu merci, je suis heureux dans ma vie. Euh, tous, Canal. Après c'était le bordel parce qu'il y a eu Canal. Après, ils ont perdu les droits. Je peux même pas besoin de dire les noms. Ils ont perdu les droits. Après, il y a eu D8. D8, c'est revenu. Il y avait pas. Après, ils ont fait Eurosport. C'est revenu à Canal. Après, ainsi de suite. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je vais pas. Moi, j'ai plus rien à perdre. Ça y est, ma carrière, elle a été faite. Maintenant, on est là pour la peaufiner. Tu vois, c'est la fin. C'est le peaufinement, finir bien. Moi, t'inquiète pas, hein, je vais pas être celui qui va boxer pour de l'argent, prendre tous les combats comme ça. Hein, c'est pas intéressant. Et justement, là, t'as évoqué quelque chose d'assez intéressant, miser sur le bon cheval. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que si justement la boxe, entre guillemets, un peu plus ordonnée en France, un peu plus structurée comme c'est le cas aux États-Unis, dès qu'il y a un jeune qui arrive, on mise direct le tout. Dès que c'est vraiment quelqu'un comme toi qui a du talent, qui a une valeur sûre, parce que là, comme tu l'as dit, avec le peu de moyens que tu as eu, c'est clairement une valeur sûre. La carrière que tu as effectuée, ça le prouve, les chiffres le prouvent, les prestations le prouvent. Est-ce que tu dis que si certains organismes avaient misé sur toi, ça aurait pu être un peu plus, on va dire, ça aurait pu être totalement différent? Bon, tu veux la vraie vérité? Moi, je pense que la France n'a pas forcément. Il y a eu des histoires exceptionnelles, mais c'est pas évident. Mais là, pour moi, la France, ce n'est pas le pays où tu peux faire une vraie carrière. Tu vois, il y a eu cette époque-là, à l'époque de l'époque à peu près, je vais te dire, les années 80, allez, entre 80 et 2000. Il y a eu une certaine génération de boxeurs qui ont fait des énormes carrières parce que derrière, il y avait les moyens. T'avais les promoteurs qui organisaient des championnats du monde chez eux en France. Mais maintenant, le promoteur, il veut plus ça maintenant. Le promoteur, il cherche qu'à te vendre ou te placer dans un combat à l'étranger. Voilà. Après, c'est normal aussi, tu vois. On a plus ce goût de la boxe qu'on avait auparavant. Alors que pour moi, j'ai l'impression que la boxe est encore devenue plus allemande qu'à l'époque, tu vois. Mais maintenant, malheureusement, c'est les chaînes qui veulent plus mettre autant d'argent qu'ils le mettent auparavant. Mais après, c'est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Si on va dans les profondeurs, on va rentrer dans des détails et ça va faire polémique et ça sert à rien parce qu'au final, ça a toujours été pareil. On sait très bien que la boxe en France n'est pas forcément un sport national. C'est un sport aimé, certes. C'est un sport qui est aimé faut pas se mentir. Que tu sois riche, pauvre ou de moyens, d'un milieu moyen, modeste ou ce que tu veux. La boxe, ça a toujours plu.
Et ça plaît à tout le monde. On sait très bien que voilà. Mais voilà. Après, c'est dans d'autres sphères. Bien sûr, bien sûr. Ton ratio de KO ne reflète pas du tout ta force de frappe, puisque sur 34 victoires, tu as 8 victoires par KO, mais 19 de tes adversaires sont allés au tapis. Est-ce que tu vises le KO ce samedi pour ne laisser aucun doute, ou une victoire par décision sur ce combattant invaincu, on va y venir, serait satisfaisant pour toi? Ah non, le KO, on le cherche pas déjà. Moi, je suis pas. euh, je me décrirais pas comme un puncher, mais je sais que j'en ai dans les mains un minimum. Euh, je sais ce que je vaux. Je suis pas. J'ai rien à envier aux autres. Je sais très bien que le niveau mondial, ça envoie. Et je pense vraiment que pour mon niveau, j'ai ce qu'il faut dans les mains. Après, je suis pas une personne qui cherche le chaos. Malheureusement, parfois, j'ai trop tendance à chercher le coup dur par moment, bien sûr. On le cherche tous, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Mais quand je travaille naturellement et que ça vient seul, c'est là que je fais mal. Mais ouais, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est vrai que j'ai 8 KO, mais ça reflète vraiment pas la force de frappe que j'ai. Après, en fait, je pense que c'est l'explosivité qui fait que c'est pas, c'est une frappe naturelle, tu vois. Il y en a qui vont te mettre un coup, ils vont t'assommer. Moi, je pense que c'est un coup de jus, tu vois. Mais je préfère avoir un coup de jus que de te mettre un coup de marteau, tu vois. Un coup de marteau, ça t'assomme. Après, non, non, écoute, c'est vrai, oui, que sur mes 37-38 combats, il y en a 19-20, je crois, qui sont allés au tapis. Après, j'ai peut-être eu un problème de finition, ce qui est possible. Mais on a essayé depuis quelques années, rectifier le tir maintenant. Si samedi, je gagne, à mon limite, ce serait magnifique. Mais l'essentiel, c'est la victoire. On n'est pas là pour, tu vois, parce que chercher le KO, en plus, face à un adversaire qui sait boxer, qui est technique, ça sert à rien. Tu sais, c'est se jeter dans la gueule du loup. Il y a que les idiots qui iront faire ça. C'est vrai. Tu boxes actuellement en super welter, c'est Mm. ça? Notamment sur tes derniers combats. Quand je t'ai connu, tu boxais en poids welter. Qu'est-ce Ouais. qui t'a motivé à faire ce changement de catégorie? Et est-ce que un retour en welter est envisageable potentiellement pour des opportunités Ah, mondiales? mais je suis toujours en welter en vrai, tu vois. Mais c'est juste là, on m'a donné l'opportunité de boxer en super welter. Et en fait, comme, non, tu dis que ces derniers combats, oui, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu il n'y avait pas de titre en jeu, il n'y avait rien. Donc, je les faisais à un point intermédiaire. Je les faisais jamais à 70. Si tu regardes bien, j'ai jamais boxé à 70. Je boxais toujours à 67, 68. Tu vois, je prenais un point intermédiaire pour pas trop descendre trop bas non plus. Si je descends en welter, c'est vraiment pour un titre en jeu. Mais non, s'il y a une opportunité, oui, bien sûr, en welter, je le ferai. Euh, mais voilà, là, j'ai pas besoin vraiment de régime. Je suis au poids tranquille, tu vois. Tu boxes ce samedi dans la magnifique et grande salle du Zénith de Nantes, hein, dans un gros choc franco-français face à l'invaincu David Papo pour le titre international IBA. Il est classé 15e à la WBO, donc devant droit, donc il est plutôt bien classé. Alors c'est assez rare, hein, pour le souligner, hein, que deux boxeurs français au sommet de leur art, à leur prime entre guillemets, s'affrontent. Ça n'arrive presque jamais ou parfois trop tard. Est-ce que le fait qu'il n'ait jamais connu la défaite te motive pour lui infliger justement sa première défaite en carrière? Non, moi, je pense pas comme ça. Après, moi, chaque combat, c'est le même, hein. Pour moi, chaque combat, il faut le gagner. Donc, c'est pas parce qu'il a 0 défaite que ce qui va plus me motiver à gagner. Là, moi, ce qui me motive, c'est déjà c'est l'adversité. C'est une personne que je respecte énormément parce qu'on se connaît depuis petit, tu vois, on se connaît depuis 14-15 ans, il me semble, à peu près. Et c'est une personne, tu vois, elle est tranquille, c'est pas une personne qui fait du bruit. Et c'est pour ça, c'est d'autant, je sais que c'est réciproque, hein, pour lui, tu vois, pour te dire. Et c'est un très beau combat parce que c'est une personne qui est un bon boxeur, qui fait pas énormément de bruit, tu vois, c'est pas quelqu'un de discret, il fait son petit bout de chemin et il parle pas énormément. Après, il a pas eu la chance aussi. Moi, j'ai eu la chance qu'on me mette un petit peu en lumière
dans certaines soirées. Mais c'est pas pour autant que je l'ai voulu. Si ça a été le cas, c'est que j'ai eu un coup de chance, tu vois. J'ai pas forcément voulu me mettre à la lumière, tu vois. Alors que t'en as d'autres, ils veulent, il y a énormément de boxeurs actuellement qui cherchent la lumière, qui font énormément de posts, qui mettent des vidéos, enfin, maintenant c'est tout un art, tu vois. C'est plus mon domaine. Je pense que j'ai passé l'âge, tu vois. C'est les réseaux sociaux, Mais hein, c'est l'air. en tout cas, ce samedi, oui, ça va être un beau combat franco-français. Pour revenir au sujet, tu vois, pour pas quitter le truc. Ça va être un beau combat franco-français. Oui, David, c'est un bon boxeur, c'est un très bon boxeur même, je dirais. Il sait que en face de lui aussi, il a un excellent boxeur, donc voilà, ça va être un magnifique combat. Que le meilleur gagne, mais voilà, il sait que il prend énormément de risques en m'affrontant, tu vois. C'est ça, c'est très risqué. Et c'est ça c'est Chez rare en lui. fait. C'est pour, entre guillemets, éduquer la communauté qui n'est pas familier avec la boxe en France de haut niveau, parce qu'il y a aussi une communauté MMA, faut savoir que ce combat-là, moi personnellement, quand je l'ai vu, j'ai ouvert les yeux en grand, quoi. Je me suis dit, mais c'est incroyable qu'en France, on organise, en plus, c'est pas poussé par de grandes chaînes, des combats de la sorte. Tu sais quoi? Un petit mot déjà sur la personne qui organise ce gala. Je pense je crois que c'est deux frères. Oui, Je sais qu'il y a David Musset. exactement. Et son frère. Mais moi, je parle avec David, tu vois. Et David, et franchement, du peu que j'ai discuté avec lui, je pense que c'est une très bonne personne et qui a envie de faire des choses et qui est en train de faire quelque chose d'énorme avec très peu de moyens. Et malheureusement, c'est dommage qu'on ne puisse pas transmettre cet événement sur une chaîne nationale, voire internationale, parce que je pense que ça mérite un large crédit Bien sûr. comparé à certains combats qui ont pu passer sur certaines chaînes qui en valaient pas la peine, malheureusement. David a récemment déclaré dans une interview pour Fight Nation que le trash talk, la lumière, c'est pas quelque chose qui l'intéressait. Qu'il n'y avait aucune animosité entre vous deux et qu'il te considérait même sur le papier comme le meilleur adversaire qui s'apprêtait à affronter. Que signifierait pour toi une victoire sur David Papo, sachant qu'il est justement devant toi au classement WBO? Bah, déjà, pour commencer, il a pas raison. Il n'y a pas d'animosité entre nous parce que je trouve que ça sert à rien. On n'est pas là pour faire du buzz. Et tu sais, parfois le buzz, on n'est peut-être pas dans le pays du buzz. On n'est pas là on n'est pas des influenceurs. On n'est pas là aussi pour, tu vois, c'est notre métier. On est là pour faire un sport qui est noble. On est là pour se donner des coups, mais avec classe. Toujours avec classe. On peut pas, tu vois, faut pas que ce soit violent. C'est violent, tu vois. C'est violent mais intelligent. C'est le slogan du cross-counter. La boxe intelligente mais violente. Enfin, voilà. Mais sinon, oui, c'est vrai que j'en pense pas moins de David. C'est une bonne personne. Après, c'est bien. Une victoire à ses dépens, ce serait très bien. Disons que ce serait très bien pour bien se relancer sur la scène internationale. Exactement. Vu que on ne me donne pas d'opportunité ici, c'est bien pour aller en chercher une autre ailleurs. On va y venir. On s'est compris à peu près. Mais je pense que oui, c'est ça. Malgré le fait, alors c'est une question assez particulière parce que malgré le fait que ce soit ton adversaire l'invaincu, c'est toi, c'est un fait, le plus populaire, que ce soit en général ou sur les réseaux sociaux. Certes, David est connu, des connaisseurs entre guillemets de la boxe, c'est du très solide, mais lorsqu'on s'adresse à la masse, au mainstream, c'est toi la tête d'affiche du combat. Et les fans de boxe mainstream ne connaissent peut-être pas tous David. Est-ce que tu sens que c'est potentiellement toi qui aurais le plus à perdre entre guillemets dans ce combat par la différence de notoriété vis-à-vis du grand public? Est-ce qu'on peut appeler ça un combat piège? Waouh, c'est une très bonne question, mais tu sais, pour moi, il n'y a pas. Tous les combats sont des combats pièges, hein. Moi, j'en ai vu perdre contre des branquignoles parce qu'ils n'étaient pas dedans ou etc. Parce qu'ils ont sous-estimé leur adversaire. Moi, je sous-estime personne, tu vois. Mais je peux faire des combats, mais je vais faire mon combat, mais je vais gagner tous les rounds. Mais je sais que j'aurais pu mieux faire. Pourquoi? Parce que pas de challenge. Tu comprends? Et un boxeur, il a besoin de challenge. Et là, c'est un bon challenge pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'aime bien ce genre de combat. Et je sais pas si je suis le favori ou l'outsider. Pour moi, je suis rien du tout.
Je me considère en tant que... C'est un combat comme les autres. Je vais pas partir dans la tête du boxeur qui est outsider ou qui est favori, enfin chez lui, alors que c'est même pas le cas. Lui, il est chez lui. Perdre chez lui, c'est plus rageant qu'un mec qui vient chez toi et tu gagnes, tu vois. Enfin, que moi, je perds chez lui. Exactement. Mais de toute façon, la pression est un peu sur, ouais. oui, oui. Déjà que voilà, s'il dit que je suis le meilleur adversaire qu'il va affronter, c'est que déjà ça te met une énorme pression, tu vois. Et je vais pas dire que c'est le meilleur adversaire que j'ai affronté, mais je pense que c'est le meilleur boxeur français que je vais affronter. Voilà. C'est différent. Parce que j'en ai boxé des boxeurs, tu vois. Moi, j'étais un peu partout. J'ai boxé des boxeurs très chiants, j'ai boxé des boxeurs de très haut niveau, des mecs qui ont fait des championnats du monde, qui ont gagné des championnats du monde. Et j'ai même boxé un mec qui a battu une légende, frère, t'imagines. Et j'étais blessé et j'ai pas réussi, malheureusement, à... Tu fais référence à Jeff Horn, c'est ça? Ouais, Jeff Horn. Mais c'est une magnifique expérience, encore une fois, tu vois. Moi, je prends les choses bien, tu vois. C'est des expériences de la vie qui font que tu grandis derrière. Parce que Jeff Horn, je le boxe. Tu sais, j'étais blessé avant, je savais, hein. Mais je me sentais mieux avant de partir. Je dis non, c'est ma chance, il faut que j'y aille, je vais tout arracher. Franchement, je fais un magnifique début de combat, tu vois. Sur les 3-4 premiers rounds, magnifique. Et là, plus de jus dans mon épaule gauche, plus de force. J'avais une micro-déchirure de je ne sais plus quoi, c'est assez complexe. Parfois, tu as des mots, ils sont trop durs à retenir à l'épaule. Et ça m'a empêché d'avoir de la puissance dedans. Tu sais, quand je mettais un crochet, tu sais que j'avais l'impression que je tapais comme un enfant. En plus c'est ton arme fatale un peu, hein, le crochet gauche. Un petit peu, ouais. Bah maintenant, j'ai su tout travailler. Ouais. Tu sais qu'avant, j'avais un complexe. Étant un peu plus jeune, enfin il y a quelques années, j'avais un complexe entre mon bras gauche et mon bras droit. Maintenant, ça fait ça fait 3 ans que je vais m'entraîner ici au cross counter avec Faisal Omrani, avec Kid et Julien aussi, qui est le kiné et le préparateur physique. J'ai su renforcer mon bras arrière et je suis bien heureux parce que ça me manquait et j'en avais besoin, tu vois. Mais c'est une bonne chose, je suis content. C'est intéressant que tu dises ça. Parce que, encore d'après son interview sur Fight Nation, on peut voir que David prend ce combat très au sérieux puisqu'il a beaucoup renforcé sa condition physique en parlant de justement réajuster et aussi sa masse musculaire. Est-ce que tu penses qu'il va essayer de faire de ce combat un dogfight, comme disent les Américains, un peu sale, pour t'empêcher d'exprimer ta boxe? Et si oui, comment est-ce que tu appréhendes ça? Bah écoute, tu sais, tu m'as déjà vu boxer. Ouais. Est-ce que tu m'as déjà vu avancer sur un adversaire? Sur les derniers combats, je te vois beaucoup plus, hein. Beaucoup plus avancer. Tu m'as déjà vu reculer? Tu t'es ouvert en vrai de vrai. Voilà. Je suis pas en train de me vanter, mais pour moi, un boxeur, il est censé savoir tout faire, tu vois. Et en France, il n'y en a pas beaucoup parce que la plupart des boxeurs savent que avancer ou reculer. Mais pour moi, un boxeur, il est censé savoir tout faire, tu vois. C'est comme un footballeur. On va prendre l'exemple de Karim Benzema. Karim Benzema, c'est un attaquant qui est censé marquer. Mais c'est un mec, lui fait tout, frère. Tu peux le voir en défense, tu peux le voir au milieu, et il passe. Il marque et il passe. Il fait tout, le mec, tu vois. Il est polyvalent. Et un boxeur se doit d'être pareil, polyvalent. Mais, ouais, c'est ça. Non, après, ça va être... je sais pas s'il va faire... je sais pas quelle stratégie il va adopter, mais tu vois, faudra toujours... de toute façon, pour moi, dans la boxe, l'adaptation est la chose la plus primordiale. Tu vois, il faut... non, mais c'est vrai, il faut savoir s'adapter. Si tu sais pas adapter, c'est dur. Là, tu venais de répondre à la question, justement, parce que j'allais te déposer que c'est quoi la chose la plus importante pour ton boxe, tu viens de le dire. L'adaptation. Ouais, c'est l'adaptation. Magnifique. T'es signé chez MTK Global, c'est bien ça? Ouais, mais ils ont arrêté maintenant. D'accord, ils ont arrêté. Et ouais, parce qu'il y a eu des problèmes
avec le patron, tu vois. Du coup, ouais. Ah ouais, si, Mais j'ai entendu ces histoires, ouais, justement. ouais. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il fait partie de la mafia, etc. Exactement. Mais bon, après, ça me concerne, ça me concerne pas trop en soi, mais En soi, en mettant, justement, en n'entrant pas trop, justement, dans ces là, c'est plus l'aspect étranger que j'allais mettre en avant. Le fait que tu avais fait le choix, justement, de signer, justement, avec un parti étranger. Est-ce que tu sens que c'était une nécessité de signer à l'étranger? Parce que, est-ce que tu penses que ça va te permettre de t'ouvrir, justement, les portes des combats qui accéléreront ton ascension vers les titres mondiaux par rapport à, comme on en parlait tout à l'heure en off, au fait d'être en France et de rester en France? Comme on peut le voir pour certains boxeurs, pour ne pas les nommer, on voit que ça a pris un peu de temps pour avoir des combats assez conséquents, justement. non, après, je pense qu'à un moment donné, tu vois, arrivé à un certain âge, il faut prendre des risques. Moi, j'en ai pris des risques un petit peu quand j'étais jeune, mais tu vois, malheureusement, c'est toujours dur d'aller chez l'adversaire, etc., et de se faire avoir. Mais à un moment donné, faut passer ce cap-là et y aller foncer, tu vois. Ouais. Si tu signes pas, tu vois, MTK, c'est le parfait compromis de, de, de la société de management qui allait te placer dans des grosses soirées, te trouver des combats intéressants, sans forcément t'envoyer au casse-pipe non plus. De toute façon, c'est toi qui décides. Si tu dis non, tu dis non, frère. Si tu as envie de t'envoyer au casse-pipe tout seul, tu le fais. Mais moi, c'était pas mon cas. J'ai un manager, d'ailleurs, avec qui je bosse toujours, qui a créé sa propre boîte de management. D'ailleurs, qui est aussi le manager de Karim Garfi, c'est le même. Il te propose des combats, tu discutes avec lui, tu échanges avec lui, tu veux savoir ce que lui pense, ce qui est préférable de faire pour toi. Et, euh, et ainsi de suite. Toi aussi, tu lui dis ce que tu aimerais envisager, ce que tu as envie, quel type de combat, est-ce que lui, tu vois, s'il te propose un... Parce qu'on m'a déjà proposé d'excellents boxeurs, mais euh, j'étais un peu solo. J'étais seul, quand je veux dire j'étais seul, j'avais pas de manager. Enfin, on propose des assassins, frère. Ouais. Ça va, pour pas grand-chose. Faut être intelligent aussi. Non, mais tu me prends pour une truie ou c'est comment? Non. Non, mais voilà, après, oui, de toute façon, je t'ai dit, la boxe, faut savoir être intelligent. C'est ça. Oui, parce qu'il y a pas mal de boxeurs justement qui... Il y a aussi ce manque de management, hein, parce qu'il y en a qui font pas mal d'erreurs. Il y en a qui se retrouvent avec des palmarès où tu vois, qui ont énormément de défaites. Pourtant, ce sont des tueurs, hein, malheureusement. Ils n'ont pas su avoir, on va dire, cette gestion. Pour revenir à MTK rapidement, là aujourd'hui, bah, justement, c'est fini à cause des problèmes qu'on a eu sur justement leur PDG, la mafia, etc. irlandaise. Là, du coup, quand ils t'ont contacté, ils avaient négocié avec MTK, mais le fait qu'il n'y ait plus MTK, est-ce que ça n'a pas influé sur l'aboutissement de ce combat-là? Ça n'a rien changé, du coup. Non, ça n'a rien changé. Parce que le combat, on me l'a proposé à moi directement. C'est Ok. pas celui-là, ce combat-là, c'est pas MTK qui me l'a trouvé. Ouais. MTK était sur un autre plan quand moi, on m'a contacté, quand David m'a contacté. Ouais, c'est David qui m'a contacté, je crois, pour me proposer ce combat-là. Du coup, bah, j'en ai parlé à mon manager et voilà, pour moi, ça m'allait. Excellent. Du coup, où est-ce que tu as effectué ta prépa pour ce combat exclusivement ici à Villeurbanne au Cross Counter Boxing Gym ou dans différentes salles pour ce combat-là spécialement? Alors pour ce combat-là, et dans la plupart de mes préparations, je l'effectue au Cross Counter Boxing Gym à Villeurbanne. On était censé partir pendant un moment, au tout début de préparation, on était censé partir à Sierra Nevada. C'est en altitude en Espagne, mais finalement ça s'est pas fait, mais c'est pas plus mal. La préparation a été optimale. Très bonne préparation. J'ai rencontré aucune difficulté, que ce soit au niveau des blessures ou autres. J'ai su aussi alterner. J'ai un peu amplifié l'aspect physique. Je trouve que c'est important. D'accord. C'est très important parce Ouais. que pour moi, la capacité physique, c'est la chose la plus primordiale quand tu boxes. Parce que si tu es technique mais que tu n'as pas de la condition physique, tu vas être cuit hein, au bout d'un moment donné. Mais tandis que si tu as la condition physique et que l'autre en face, il a la technique, mais à un moment donné, il va se fatiguer, c'est là que tu vas pouvoir te permettre des choses lorsqu'il sera fatigué.
Tout à fait. À 32 ans, ton palmarès parle de lui-même. Expérience incroyable. En suivant ta carrière, hein, je t'ai vu passer notamment par pas mal de salles de boxe, même là où je m'entraînais à la Via Club à l'époque. Je t'ai vu justement mettre les gants avec Brice Paradji, etc. et d'autres, et j'en passe. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, un boxeur, c'est essentiel de mettre les gants avec une grande diversité de boxeurs pour performer au haut niveau? C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'un boxeur, faut qu'il goûte à tout, tu vois. Et pas, tu sais pourquoi il faut goûter à tout? Parce que c'est ces gens-là qui vont te faire prendre de l'expérience. Mais après, ce qui est difficile de trouver, par exemple, pour moi, c'est dur de trouver des boxeurs. Enfin, je ne vais pas dire que je suis le meilleur, je suis pas le meilleur, mais j'ai toujours voulu boxer avec des gens, faire des sparring sessions avec des mecs qui sont meilleurs que moi-même, tu vois. Et c'est pas évident parce que moi, je cherche la progression. Et la progression, tu l'as fait comment? Tu l'as fait en boxant avec des gens qui sont meilleurs que toi, frère. Tu vois. Moi, j'aide beaucoup les petits jeunes ici à la salle parce que j'aime aider, j'aime transmettre mon savoir. Je leur donne des conseils, je veux rien en retour, frère. J'ai jamais rien voulu en retour. Mais tu sais, parfois dans la vie, si tu peux aider à voir contribuer à une réussite, frère, t'es heureux. Yeah. Tu vois. Mais il y a des gens, ils veulent un peu la part du gars. Mais non, moi, je suis pas comme ça, je m'en fous, frère. J'ai fait mon truc, tu vois. Et j'aime bien tourner avec des petits, tu vois, avec des petits jeunes parfois. Je m'amuse un peu avec eux, tu vois, pas forcément. Après, maintenant, ils commencent à devenir grands, ils en voient, ils sont techniques un peu, tu vois. Donc, c'est un peu plus dur maintenant de trop s'amuser. Mais bon, il y a quand même encore une longueur entre moi et eux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces jeunes, ils ont une marge de progression importante. Mais tu vois, c'est là qu'il faut les épauler. Ouais. Et surtout, ce qui est bien, c'est je peux à peu près les aider sur leur gestion de carrière. S'ils ont envie de passer pro, je sais quoi leur dire pour pas faire les erreurs que j'ai pu faire ou pas quand j'étais plus jeune. Je suppose que tu as vu le combat de revanche entre Brian Castano et Jermell Charlo. Donc, incroyable. Quand tu vois ces champions performer, est-ce que parfois ça t'arrive de te dire j'ai ma place avec eux sur le ring, j'ai les armes pour rivaliser? Et est-ce que si à ce stade de ta carrière une opportunité mondiale arrive, tu la saisirais face au top mondial en welter ou en super welter? Bien sûr, j'ai vu le combat, la revanche Castano-Charlo 2. Excellent combat de la part de Charlo. Mais c'était un combat très disputé. Après, moi, je trouve que le premier combat, je pense que Castano méritait la victoire. Pour la revanche, Charlo a boxé très intelligemment. Il a fait taire tous les détraqueurs. La vérité, je m'y attendais pas. J'ai un peu parlé vite et je m'y attendais vraiment pas. Et chapeau, je tire mon chapeau à Charlo parce qu'il a su. Je sais pas d'où il a sorti cette boxe. Il a impressionné tout le monde. Mais c'est là qu'on reconnaît un grand boxeur. Exactement. C'est là qu'on reconnaît un grand boxeur. Et là, maintenant, tu vois, même Errol Spence, il a dit, vous pouvez lui faire une place sur la liste des pound for pound, tu vois, avec moi. Mettez-le égalité avec moi. Parce qu'il a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Hein. Ouais. Il a les 4 ceintures. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans l'ère des 4 ceintures, ça n'avait pas été fait dans cette catégorie, je crois. Non. Et je suis d'accord avec toi. Moi, ça fait un moment. Ouais. Moi, je donnais gagnant Castano au premier combat. Et je pensais qu'on était parti pour le même scénario. Pareil. Pareil. Mais là, il cherchait plus à faire mal, Castano. Il n'a pas boxé il n'a pas mis de débit comme il l'a mis au premier. Après, c'était différent parce qu'on avait un Castano qui était sur le retrait, sur la remise. Il a boxé sur la défensive et il a boxé très intelligemment. C'est ce qu'il fallait faire face à un Castano comme ça, tu vois. Après, bien sûr que c'est motivant on me propose un combat de ce genre. On m'a proposé des combats avec des gros noms. Ouais. Mais sans enjeu, c'est pas intéressant. Sans enjeu et financièrement en parlant, c'était pas intéressant, donc non. Je refuse. Mais moi, tu vois, c'est pour moi un combat que tu fais arriver à un certain âge. On te propose un gros combat pour un champion du monde. Il faut que ce soit intéressant dans les deux sens. Tu ne demandes pas des millions et des millions, mais il y a quand même un minimum. Tu vas pas boxer, par exemple, je sais pas. Parce que il y a un mec qu'on m'a proposé, on me l'a proposé 3 fois.
Jaron Ennis, on applaudit 3 fois. Frère, je vais pas aller me jeter dans la gueule du loup. On sait très bien que Jaron Ennis, pour moi, c'est le seul mec qui peut battre Crawford et Errol Spence. C'est le seul. C'est le seul. Hein. Je dis bien. Hein. S'il continue comme ça, c'est juste ouf. C'est l'un des meilleurs boxeurs que j'ai rarement vu. C'est incroyable. Il boxe aussi. C'est du Crawford en plus costaud. Il boxe aussi bien en gaucher qu'en droitier. Il frappe aussi bien de la main gauche que de la main droite. Il encaisse un truc de malade. Tu veux faire quoi face à un mec comme ça? Non, mais c'est vrai, tu veux faire quoi face à un mec comme ça? Frère, franchement, on m'a proposé un beau billet. Mais je pense que 90% des Français ne prendront pas non, ne prendront pas cet argent qu'on m'a proposé. Mais faut être plus intelligent que ça, tu vois. Franchement, si je le fais, c'est vraiment pour un championnat du monde, tu vois. Ouais. J'irai pas boxer comme ça. Voilà. Si je le fais, c'est pour un main event, championnat du monde. Ce que tu veux, n'importe lequel. Mais j'irai, oui, bien sûr. Au moins, c'est pas grave. Tu sais, t'as fait un championnat du monde? Oui, j'ai fait un championnat du monde à Las Vegas contre un tel. Mais pour moi, ce mec-là, tu verras que ça va être, c'est le futur. Je sais pas s'il va rester dans la KT parce que il est vraiment costaud. Il est très costaud. Je pense qu'il fait à peu près ma taille et il est costaud. Tu vois. Même pour moi, pour un Walter, les gens quand ils me voient, ils disent toi Walter, les gens pensent que je suis un poids moyen. T'imagines donc. Et les Américains sont comme ça de toute façon. Tu sais, dans la vie, il faut savoir prendre. Il faut savoir. J'allais dire, il faut savoir prendre des risques. Mais il faut savoir faire des sacrifices. Parce que quand tu fais pas de sacrifices dans la vie, le goût de la victoire, c'est pas la même chose, tu vois. Moi, j'ai connu ça quand j'étais en amateur. Je perdais énormément de poids, je faisais des régimes, laisse tomber. Bon, c'était un peu à l'arrache, mais frère, tu boxais, tu gagnais, t'étais fier, frère. Mais t'étais plus fier parce que, tu sais quoi? T'avais la valeur de la vie, frérot. Quand t'étais au régime, gros, que tu mangeais une pomme, je te jure que c'est vrai. Les gens me diront, je suis un mytho, mais seuls les gens qui étaient avec moi, qui étaient au régime, peuvent te dire la vérité, gros. Frère, j'ai déjà perdu des 5 kilos par jour. J'ai pris 8 kilos en un jour. Tellement je faisais de la rétention d'eau, tellement j'avais plus rien. Et écoute, 2-3 pommes par jour, 2-3 verres d'eau, que ça dans la journée, frère. Pour être au poids, c'était insupportable. Alors que je peux te dire que quand tu fais des choses comme ça dans la vie, t'as la valeur de ce que c'est déjà la nourriture. Et tu sais pourquoi les gens galèrent, tu vois. Et frère, nous, on s'en rend pas assez compte de ces petites choses simples, frère, naturelles, d'avoir de la nourriture, gros. Et quand tu passes par des épreuves comme ça, gros, je peux te dire que c'est traumatisant. Mais un truc de fou, frère. C'est traumatisant. Et gros, quand je voyais, gros, c'est un vieux truc bidon, je sais pas, je vais te sortir un exemple. Putain, tu pouvais manger des pâtes. Gros, tu pleurais, frère, t'étais heureux. Tu vois, c'était un truc de fou. Oh, frère, c'était dur, hein, je te jure. C'est pour ça, quand je suis passé pro, ça m'a fait du bien, gros. Je suis passé de moins de 60 kilos à welter direct. 6 kilos, pion. Et 66 kilos, gros, c'était, tu sais que je boxe en moins de 60, mais je traînais toujours à 67, 68 kilos. T'imagines, gros? Et en plus de ça, ce qui est dingue, là, je suis un peu hors sujet, mais tu vas comprendre un truc. Ce qui est dur en amateur, c'est quand tu as des problèmes de poids, tu boxes, tu fais un quart de finale, tu dois être à moins de 60, mais tu galères pour faire le poids, tu pèses, tu prends ton petit déj, après peut-être, soit ça dépend, si tu peux boxer à 10 heures ou tu boxes l'après-midi, ça dépend de ton tirage. Frère, tu gagnes, tu te pèses après le combat, t'es à 62 kg 500. Je vais dire, oh, le lendemain, tu dois te reposer le lendemain encore. Non. Bah si. Tu dis donc, t'as boxé. Il faut que tu repères de 2 kg, 2 kg 5. Tu repères 2 kg 5. Le lendemain, t'arrives, t'es rincé. Tu te pèses, tu prends ton petit déj, tu fais ta demi-finale.
tu gagnes, et ben tu te repèses, tu as encore 2-3 kilos à perdre. Et c'est comme ça tous les jours, frérot. Les tournois, c'était un calvaire. C'était un calvaire. C'est pour ça que si j'ai un conseil à donner, c'est que faut pas jouer avec la santé. Moi, franchement, c'est quelque chose qui m'a traumatisé de fou parce que j'ai vraiment puisé dans mes réserves pour faire le poids plusieurs fois. De ma génération, j'étais on était 2-3, on galérait un truc de fou, tu vois. Mais c'était un stade élevé. On a fait de la rétention d'eau, c'était dangereux. À notre âge, 17-18 ans, faire de la rétention d'eau, t'imagines toi? C'est très dangereux. Donc voilà, c'est pour ça tous les jeunes qui peuvent voir cette vidéo, faites attention parce que le poids, c'est pas des blagues. Ouais. Vous les avez très bien vus, hein. C'est des mecs dans le MMA, que ce soit dans le MMA ou à la boxe, ils font pas le poids, ils finissent à l'hôpital. C'est très dur. Faut pas jouer avec ça. C'est pas grave, prenez pas de risques. C'est pas parce que l'autre en face, il est plus costaud que toi, qu'il faut que tu descendes de catégorie pour, tu vois. Non, ça veut rien dire. Regarde Gervonta, il est tout petit, mais il a au revoir. Justement, là, on sourit, on rigole. T'as plutôt un visage souriant, chaleureux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une embrouille en dehors des rings parce que quelqu'un te cherchait des problèmes ne sachant pas que t'étais un boxeur? Ouais, faut être chaleureux, Frère, Dieu t'a donné la vie, je remercie Dieu tous les jours, tu sais, frère. Gros, on a la chance, Dieu merci, alhamdoulilah, comme on dit chez nous. J'ai la chance d'être en bonne santé, frérot. J'ai la chance d'avoir à manger, j'ai la chance d'avoir un toit. Tu veux quoi de plus? Non, mais c'est vrai, tu veux quoi de plus? Je te jure, tout le reste, c'est des futilités, frère. Parce que la vie, pour moi, c'est quoi? C'est la descendance, frère. Tu fais une descendance. Tu fais la descendance et après quoi? C'est ça c'est les bienfaits. Pour moi, les meilleurs bienfaits que tu puisses avoir dans ce monde, c'est la descendance, les choses simples de la vie, la famille. Le reste, c'est tu vois? Les passions, une passion, il n'y a pas de passion au final, tu vois. La boxe, c'est quelque chose que j'aime. C'est mon passe-temps favori. Tu comprends? Et parce que si j'emploie le mot passion, chez certaines personnes, ça va paraître, ça va être controversé, tu vois. Mais j'en fais mon passe-temps favori, voilà, pour être plus, tu vois. Ouais, après, oui, toujours souriant, toujours très souriant. Il faut l'être, il faut être souriant vers les gens, tu sais. Chez nous, le sourire, c'est une aumône. Ça, je pense que tu dois le savoir. Et souris le plus longtemps possible. Et il paraît qu'en plus, ça rajeunit. C'est pour ça que j'ai une gueule d'enfant, je crois encore. Alors que j'ai 32 balais, bordel. Non, mais après, écoute, non. Ça permet de rester en dehors des embrouilles, en dehors du ring, c'est ça, on va dire aussi. Pas forcément, frère. Je te jure, pas forcément. Moi, j'ai toujours été souriant. Après, ça dépend des moments. Mais tu vois, quand je connais une personne, je suis tout le temps souriant. Mais par contre, quand je suis assez... parce que j'ai mes moments où je suis seul et tout, ça m'arrive. Je suis déjà sorti seul plusieurs fois. Et tu sais, parfois, souvent les gens, tu sais, et moi, je suis froid. Je suis quelqu'un de froid quand je ne connais pas. C'est normal. Les gens peuvent prendre ça comme je sais pas moi. Un manque de respect ou autre. Non, pas comme un manque de respect, mais comme une personne vantarde. Ouais, ok, d'accord. Vantarde. Une personne vantarde. Ouais, c'est ça, hein. Je pense, il me semble, ouais. Et ouais, il me semble aussi. Une personne qui est un peu hautaine, tu vois. Ouais, une personne, allez, on va dire une personne hautaine ou vantarde, allez, ce que tu veux. Ça passe. Voilà. Tout ça pour te dire que les gens vont penser ça, alors tu ne l'es pas du tout, frère. C'est juste qu'il y a une limite entre toi et moi parce que je ne serai jamais le même avec une personne que je fréquente et une personne à qui juste je dis bonjour, tu vois. Mais je serai entier. Je vais pas faire comme si voilà, je vais jamais m'inventer une vie, pardon, parce que c'est pas le cas, j'ai jamais fait ça. Parce que c'est
Pendant beaucoup d'années, on a mis une étiquette sur moi, comme le mec un peu qui s'est raconté, alors que, tu sais, moi, gros, quand j'entends ça, je dis, mais pas du tout, tu sais. Voilà, elle est plus simple que moi, mais je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est le fait que je sois à l'aise avec la parole, avec les gens, qui fait que on me colle cette étiquette ou pas, à ton avis? Qu'est-ce que ça peut être? C'est ouf, ça. Frère, alors que parfois t'as des mecs, ils sont dans leur coin, et c'est ces gens-là qu'on va dire, ah, lui, il est humble et tout. Frère, non, ça n'a rien à voir avec ça pour moi. C'est en toi. Gros, tu peux vivre ta vie tranquillement, être souriant, et c'est pas parce que tu es souriant et que tu profites de ta vie et que tu es heureux que on doit te coller une étiquette, ah, lui, ça raconte. Non, frère. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de coller cette étiquette de personnes qui ont tout le temps le sourire aux lèvres. Ouais, il se la raconte. Ou tu vois, de vivre sa vie comme il le souhaite, tu vois. Non, je suis pas d'accord. Mais après, ça m'a jamais vraiment créé une bagarre, non. Mais oui, ouais, ça m'est déjà arrivé quelques fois de devenir. En fait, moi, je suis un mec, gros, j'aime trop m'interposer entre des gens qui sont en train de s'embrouiller. Et je sais pas pourquoi, j'aime trop faire ça. Non, mais c'est naturel, gros. Je force pas. Il faut, tu vois, ça m'arrive plusieurs fois, tu vois. Je vois, il y a des gens, ils sont en train de s'embrouiller. Et moi, je sépare, tu vois. Et là, le mec, il s'en prend à moi, frère. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de te séparer, frère. Calme-toi, gros. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Et gros, et tu vois, ça s'est arrivé plusieurs fois. Et plusieurs fois aussi, et il y a certaines personnes, ils viennent voir la personne qui vient me prendre la tête et ils me disent, hey, mais t'es un fou, toi. Tu sais qui, lui? Et ça, par contre, je déteste ça, tu vois. Moi, je déteste ça. Je déteste quand on me dise, ouais, lui, c'est un tel, c'est un tel. Ah, frère, tu vois, j'ai des potes à moi, avec qui je suis sorti, etc. Je sais pas, qu'est-ce que t'as à aller voir les gens et leur dire, ouais, mon pote, c'est un champion de boxe, tout. Eh, frère, non, non, non. C'est pas vrai. Je te jure que c'est une vérité, ce que je veux dire. Tu sais que, à chaque fois que vous venez me parler, que ce soit une nana ou un mec, avant, je mentais toujours sur ce que je faisais dans la vie. Je te jure que c'est vrai. Et à chaque fois que vous venez me voir, parce que je sais pas, j'aime pas, pourquoi je dis, ouais, je suis boxeur pro? Tu sais, c'est ça, ouais, pour moi, c'est un peu ce. Non, après, tu dis la vérité, mais je trouve que ça fait personne un peu qui se raconte. C'est un peu prétentieux. Un peu, oui, un peu. Donc, moi, ce que je trouvais de marrant, parce que moi, je suis taquin de fou, frère. Ce que je trouvais, tous les soirs, je changeais de métier, gros. Ouais, parfois j'étais chauffeur de bus, parfois j'étais taxi, ça dépend. Parfois j'étais au chômage. Ça dépend, ouais, donc voilà. Mais ouais, non, ça va. Mais ça n'en est jamais arrivé au point. Depuis le gamin, hein. Rare. Très, très rare même. Non, ça va. En tout cas, dans Paris, ça va. Je connais un peu de monde, je suis assez respecté, donc ça va. Mais de toute façon, je cherche pas trop tu vois, je cherche pas trop les emmerdes et je suis tranquille, tu vois. Après, malheureusement, parfois, il y en a, ils te poussent à bout. Même avec ça, ouais. Mais même s'ils te poussent à bout, t'as envie de le manger, mais vas-y, c'est bon, tranquille. Faut passer à côté. En tout cas, maintenant, j'ai passé l'âge, mais vraiment, et je suis vraiment à côté de tout ce genre de choses. La sagesse. Ouais, il faut. La sagesse, c'est très plus importante des choses. Très, très, très important. Là, on va faire un travail de visualisation. C'est quelque chose que je fais énormément avec ceux qui passent sur l'avant-combat. Tous les combattants ou combattantes qui passent dessus, ce travail de visualisation. T'es au MGM Grand de Las Vegas. Tu t'apprêtes à faire ton entrée pour affronter Jermel Charlo pour toutes les ceintures. Parce que tu as gagné ton combat de samedi. Bien entendu. T'es en terrain hostile. Mais avec toute l'expérience que tu as emmagasinée, que ce soit en amateur avec les tournois internationaux, les expériences que tu as pu me dire qui sont difficiles, ou en pro, ressens-tu encore cette pression ou même cette peur d'avant-combat pour certains? Est-ce que tu as toujours cette pression
qui te ronge parfois de l'intérieur au moment d'entrer sur le ring? Putain, mais tu la sentiras toute ta vie, ça. Tu peux pas, mais tout le monde, même tout le monde, il n'y en a pas un, même Mike Tyson, il te le dit. Frère, quand t'es dans les vestiaires, gros, c'est une autre histoire, frère. Tu chies dans ton froc un peu. Mais c'est pas se chier dans le froc, tu vois, c'est plus fort que soi, c'est comme ça, c'est l'humain, il est comme ça, frère. T'es confiant, t'es ce que tu veux, mais t'as un trac, cette peur de mal faire, c'est un stress, il est spécial. Et je pense que ce stress-là, tu peux le ressentir que dans certains sports, pas dans tous les sports, tu vois. Ah, tu vas pas au golf, frère, tu fais un swing et tu dis, tu peux pas avoir ce stress-là, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, non, t'es obligé, frère, t'as un peu les chocottes. D'autant plus quand c'est des plus gros challenges. À tes débuts, tu avais un style très aérien, justement, tu l'as fait évoluer avec le temps, parce qu'on en a parlé un peu plus ancré. Pour faire plus mal à tes adversaires, tu considères plus ta boxe comme une boxe européenne, américaine ou mexicaine maintenant? Ah ou. Non, bah moi je pense que je pense que j'ai une boxe qui est un peu mélangée parce que mais j'aime j'ai ce côté technique, mais j'aime bien ce côté mexicain aussi, tu vois. Ouais. Parce que je suis un grand encaisseur, jamais été, Dieu merci, jamais été au tapis et jamais vacillé vraiment, mais j'ai ce truc de quand je prends un coup, pas forcément qu'il me sonne ou quoi, mais quand je prends un coup, faut que j'avance, ça m'énerve, faut que je en remette deux. Tu vois, mais oui, je pense que j'ai une boxe assez variée et assez mélangée. Donc je saurais pas dans quelle case me mettre, mais un mix. Ça marche. Très simplement, ça représente quoi le noble art pour toi? Quelle boxe a la place dans ta vie aujourd'hui, là, à l'âge de 32 ans? Après toutes ces expériences passées, qu'est-ce que ça représente le noble art pour toi? Ma deuxième maison. Excellent. Si tu devais te définir en 3 mots. Ah, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Mais franchement, c'est très dur de s'autodécrire, mais tu sais que je suis gentil. Ouais. Ça fait 1. Je suis têtu. Ça fait 2. Ça c'est honnête. Déjà t'es honnête aussi. Ouais. Allez, 3 honnêtes. Allez. J'ai pas voulu faire compliqué parce que franchement, c'est un calvaire. Demande à quelqu'un d'autre pour moi si tu veux, mais pas moi. Est-ce que tu peux me citer un boxeur ou une boxeuse que tu as pris pour modèle à tes débuts qui t'a inspiré tout au long de ta carrière? Oscar de la Hoya. Magnifique. The Golden Boy. D'ailleurs, c'était pas ton surnom à un moment? Quand j'étais gamin, ouais. Enfin, dernière question. Le boxeur ou la boxeuse, tu peux en citer plusieurs, hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué, qui t'impressionne le plus actuellement, que ce soit d'un point de vue technique, physique, fight IQ, puissance? Il y en a plusieurs. Je peux en citer 2-3. Jaron Ennis. Gervonta Davis. Et pour un petit côté technique, Shakur Stevenson. Excellent. Mais après, là, j'ai parlé on va dire des jeunes. Ouais. Mais après, t'as les chevronnés, hein. Crawford et Errol Spence. Mais ça, on les oublie, ça, parce qu'ils sont déjà au top. Mais les petits jeunes, là... Très, très fort, ça promet. Ouais, grave. Bah écoute, on a fini les 20 questions. Là, enfin une vingtaine de questions, puis qu'on a élaboré. Là, on va passer au quiz de 10 questions binaires, façon combinée, donc tu connais. Ouais. Je te dis 2 propositions, t'en choisis une. Allez. Alors fais attention, accroche-toi, ça va pas être facile. Hein. J'ai été très tacard. Putain, vas-y, j'ai hâte. Première question, t'es plutôt Kylian Mbappé ou Karim Benzema? Wesh. Benzema. Parfait. Les combats de youtubeurs, bons ou mauvais pour la boxe? Mauvais. En termes musicaux, t'es plutôt Charles Aznavour ou Booba? Charles Aznavour. T'es plutôt La Fouine ou La Crime? La Fouine. Tu préfères gagner quand tu gagnes par KO, pardon, tu préfères que ce soit avec un crochet du gauche ou un uppercut du droit? Un uppercut du gauche, tiens. Ça me mélange. La signature. Pour ce week-end, combat d'unification en lightweight en Australie. Plutôt Devin Haney ou Georges Kambosos? Haney. Ok. Pour la trilogie, plutôt Canelo Alvarez ou Gennady Golovkin?
Golovkin pour la personne. Qui est excellent. Donc là, dans ton paradigme, Golovkin, il est avantagé pour ce combat-là. Il va gagner ce combat-là potentiellement. Donc, parce que c'est en super moyen, on le rappelle. C'est vrai que c'est en super moyen. Ouais. Ok. Donc maintenant, on va prendre le gagnant de ce combat-là. Et on va le mettre face à David Benavidez. Plutôt Golovkin ou David Benavidez en super moyen? Pouh. Ah, il est impressionnant, David Benavidez. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Il est impressionnant. Lui, il va faire mal. Hein. S'il est toujours, s'il n'a pas toujours ses problèmes de coke. Mais ouais, il est impressionnant de fou. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est un monstre. Je le kiffe. Eh bien, David Benavidez. Là, c'est dur, là. Plutôt Errol Spence ou Terence Crawford? Ouh, c'est trop dur. C'est trop dur. T'as le droit d'avoir un joker. Hein. Écoute, je vais te dire sincèrement. Je pense que Crawford est plus complet. Mais Spence peut gagner par la différence physique. Et son volume cardiaque. Il a un gros volume cardiaque, Errol Spence. D'accord. Et c'est un vrai Walter. Il est costaud, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ce qui peut faire la différence. Mais par contre, en pure boxe, Crawford est beaucoup plus complet et meilleur. Ok. Donc, mais j'ai un petit penchant pour Spence du côté du fait déjà qu'il a fait quand même un retour incroyable après son accident, pardon. Il a mis une branlée un peu, excusez-moi du terme, mais à Ugas. C'était brutal, c'était très violent. Ugas, il a fait 2 rounds. Après, il n'y avait plus personne. Ouais, donc voilà. En plus, tu as cette expérience, hein, tu sais ce que c'est, les exigences physiques. Donc, le fait de le voir, tu es le mieux placé. Après ta carrière de boxeur, c'est l'avant-dernière question, ça. Tu choisirais plutôt une carrière dans le cinéma à Hollywood ou une carrière de promoteur de boxe à Las Vegas? Cinéma à Hollywood, c'est bon. J'en ai marre de me coltiner le monde de la boxe. Non. Mais c'est vrai, franchement, c'est dur de rester dans le monde de la boxe. Parce que parfois, c'est un monde qui est dur et qui est cruel, mais je regarderai de loin, je pense. Mais j'ai toujours voulu aussi aider des personnes. Aider des personnes, bien sûr sans contrepartie, mais pour les aider à faire les bons choix. Ça me tient à cœur, mais ça, c'est personnel. D'accord. Mais pas forcément être un promoteur. Non. Excellent. Enfin, dernière question du quiz et de notre entrevue, Ahmed. Après la pesée, une fois que t'es réhydraté, t'es plutôt tacos 3 viandes ou couscous tagine? Aucun. C'est quoi alors? Est-ce que tu peux donner plus? C'est quoi? Mais c'est la vérité. Alors, aucun. Mais non, ça c'est... Franchement, un mec qui va manger ça, il est débile. Tu sais, on dit toujours dans la vie que ce sont les petits détails qui font la différence. Ouais. Et tu sais très bien que une très bonne alimentation, ça fait partie d'un quotidien d'un sportif de haut niveau. Tu peux pas te permettre de manger des conneries comme ça, c'est pas possible. Si tu m'avais posé la question il y a 10-15 ans, ouais, j'aurais peut-être dit tacos, tu vois. Mais non, c'est pas possible. Parce que c'est ça en fait, les jeunes aujourd'hui, on voit qu'après la réhydratation, on dirait poulet. Qui fait ça? Truc. Poulet. Non, enfin je veux dire poulet frit. Attention, on dirait KFC, des trucs. Oui, il y a des à la rigueur, c'est de la viande blanche, ça passe, tu vois. Mais ouais. non, moi non, ça a jamais été ça. Moi, c'est quand je finis ma pesée, et là j'ai même pas de problème de poids, mais ça va être des aliments importants, des aliments riches en fibres, en protéines, tu vois, histoire de récupérer un peu plus de force, un peu plus d'éléments qui sont essentiels à ton corps, qui vont pouvoir te donner l'énergie nécessaire pour que tu puisses faire un combat optimal. Mais les gens, ils pensent pas, c'est pas bon. Mais bien sûr, attention, après t'as des... Oh, c'est pas pour rien que la plupart des grands sportifs de haut niveau, que ce soit dans la boxe ou dans les MMA, ont des chefs. Bien sûr. Ils mangent pas n'importe quoi. Est-ce qu'on peut dire que ça a joué sur ta longévité et qu'en fait aujourd'hui, après une carrière aussi chargée que la tienne, t'es toujours au top niveau, frais? On peut dire que ça a joué?
Bah, j'ai pas de chef déjà. J'aurais bien aimé. Mais ouais, Dieu merci, ça va. Ça va. Ça va, je mange bien. Mais je suis pas, je suis pas très sucré. Je suis plus salé. J'aime bien le sucré, bien sûr, mais je suis plus sucré. Je suis plus salé, pardon. Mais non, ça va. Écoute, j'ai su faire attention quand il le fallait. J'ai fait en sorte de. Mais je vais te donner le secret. Pour moi, le secret, chose que j'ai pris en compte à partir de mon arrivée ici. Ce qui a fait la différence et ce qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui, qu'il soit toujours en forme, c'est la régularité, mon pote. S'entraîner tout le temps. Mais quand je dis s'entraîner tout le temps, ça veut pas dire s'entraîner comme un fou tous les jours. Ça, non, ça pas besoin, frère. Tous les jours, tu fais un petit truc. Moi, il y a des périodes où j'étais tranquille, tu sais, j'avais pas besoin de m'entraîner comme un fou, j'avais pas de combat de prévu. Mais tu te dois de faire ton petit footing d'une demi-heure, tranquille, voire tu viens, tu t'étires, tu fais un peu de corde, tranquille. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle un effort quotidien régulier. Et je pense que tu dois l'avoir au moins pour un sportif de haut niveau qui doit bien s'entretenir. Je pense que tu dois l'avoir au moins, allez, entre 6 et 8 fois par semaine. Une demi-heure, 45 minutes par jour. C'est rien. C'est rien. Tu fais que ça. Moi, je fais que ça personnellement, pour le moment. J'ai des projets à côté, mais ça, c'est, pour le moment, je suis concentré sur mon combat. Donc, j'ai largement le temps de faire ça. Mais, arrivé à un combat, tu t'entraînes 2 fois par jour. 2 fois par jour. Tes séances sont variées. T'adaptes. J'ai un kiné. Je fais des soins. C'est important. C'est très important. C'est ça qui fait que tu vas perdurer dans le temps. Tu peux pas, ne te plains pas, arriver à 33, 34 ans d'être rincé. Tu vois? Tu peux pas être performant si on ne t'a pas aidé et si t'es pas resté sérieux, si t'as pas fait les soins nécessaires tout au long de ta carrière. Après, malheureusement, j'ai eu ce déclic-là assez tard, depuis que je suis arrivé dans ce club. Mais vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Après, Dieu merci, j'ai des gènes assez. Je pense que j'ai de bonnes gènes. Et voilà. T'as dit que t'avais justement des bonnes gènes, ça m'a fait penser à un fighter justement de MMA qu'on avait, Azael Adjouj. Justement, algérien, Azael Adjouj. C'est un jeune. C'est un jeune combattant de MMA qui est très très bon, qui est en train de monter. Attends, justement. Je vais demander à Google, je vais voir sa tête, ça m'intéresse. Azael Adjouj. Exactement. Et justement, c'est un combattant du Bellator. C'est un jeune franco-algérien. Il a signé au Bellator. Là, il est très très bon en striking. Ouais, il a une bonne tête. Il est très 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 bon. Il a quel âge? Il a 21 ans, 21. C'est un jeune, c'est un tout jeune. C'est un prodige, c'est un prodige. Son coach, c'est celui de Conor McGregor. Ah ouais, bien. Il est vraiment fort? Il est très très fort. Et lui, son truc, c'est le striking. Kickboxing et anglaise, ceinture. Kickboxing et anglaise, ceinture. Et il défend bien la lutte. C'est un quel poids? C'est un featherweight. En gros, c'est les... C'est 66. Ah, exactement. Comme moi. Ouais, c'est ça. Bah écoute, s'il entend cette vidéo, ça va faire le mec qui provoque, alors je suis pas comme ça. Non, je te dis qu'il avait une très bonne anglaise. Bah, s'il veut venir mettre les gants avec un vrai boxeur en anglaise, avec plaisir. Et je pourrais juger sur son anglaise. Non, je rigole. Mais j'ai tourné avec des mecs... beaucoup de mecs en MMA, en boxe taille. Ah, ça, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait un petit peu de tu vois, sparring. J'ai tourné un peu avec tout le monde. Ouais. Mais j'ai surtout tourné, frère, avec tout. J'ai jamais été compliqué, frère. Ouais. J'ai tourné avec tout, frère. Que ce soit, frère, j'ai même tourné un petit peu avec Yassine Bouganem, frère. Oh, ok. J'ai capté. Yassine. Ouais. Youssef, nous on a fait des vrais sparring, moi et lui, en Thaïlande et tout. J'étais parti là-bas, je suis resté une semaine dans son camp, on a fait beaucoup de sparring, moi et lui. Très dur au mal. Mansour Barnaoui. Qui d'ailleurs vient de marquer son retour, d'ailleurs c'est là. Mais frère, ah ouais, je savais pas, je sais pas quand. Mais c'était à Issy-les-Moulineaux. Il est passé au moins plein de fois. Ah là, bien, du coup, vous avez tourné là-bas. Mais oui. Lui, c'est un mec de verre là-bas, Meudon.
Ah, Il est de... Non, attends, comment ça s'appelle Clamart. Clamart, pas, D'accord. c'est pas très très loin. Ouais. Et lui, j'ai tourné plein de fois avec lui. Mais à l'époque, il était un peu plus fin. Maintenant, il a pris de la masse. Costaud. Mais à l'époque, frère, physiquement, c'était une machine, frère. C'était un sacré encaisseur. Et physiquement, il était bon. Il avait un gros cardio, je me rappelle. Bon, après, on n'est pas dans la même discipline. Moi, je suis en boxe anglaise. Mais je trouvais qu'il était impressionnant physiquement et au niveau de l'encaissement des coups. Voilà. Oh, ok. Bah écoute. Et je peux t'en sortir plein. Kamel Djemel, à fin de carrière, Medizatou. En fait, qui n'a-tu pas boxé? C'est plutôt ça qu'il faut faire. Ouais, mais je te jure que c'est vrai. J'ai tourné avec tout le monde. Hassan Ndam, Michel Sorou, ce que tu veux. Bah, Michel, maintenant, on est dans le même club. Non, tout le monde, pratiquement. Et du coup, bah, je disais, ce jeune-là, Azel Adjouj, lui, il a une génétique assez particulière parce que il s'entraîne énormément, de manière extrême, de manière très régulière, très peu de repos, beaucoup de courses. Et du coup, lui, il soigne pas forcément son alimentation. Et il dit, et il est jeune, hein. Est-ce que tu auras un conseil à donner à ces gens-là? Parce qu'il dit que ça n'a pas forcément d'impact sur ses performances. Ce qui est vrai, parce que actuellement. Mais non, frère, c'est simple. Après, bon, c'est la science qui veut ça, gros. Exactement. C'est pas moi. Ça fait référence à. Tu fais une prise de sang et tu regardes s'il y a des carences ou pas. C'est simple. Souvent, les gens ont des carences en fer, tu vois. Ouais. Et ça, c'est important de le faire, tu vois. C'est pas des choses qui vont vraiment se ressentir immédiatement et surtout dans le ring, mais c'est des choses sur la durée, ça peut être dangereux. Tu me demandes un plat préféré, je kiffe manger des lentilles, frère. La frère. C'est les lentilles de ma mère, frère. Wow, c'est un truc de fou, frère. C'est trop bon et c'est riche en fer. Tu vois, ça c'est des plats de fou, ça. Ouais. Toi, tu manges ça, frère, tu fais une cure pendant 10 jours, gros, t'inquiète pas, hein, tu vas être bien. Non, mais c'est important. C'est très important et. Même si on est jeune. Il le verra au fil des années. Exactement. Il le verra au fil des années. Tu sais, tu peux pas. Moi aussi, j'étais comme ça, hein. Frère, quand je boxais en amateur, gros, je peux te dire, hein. Véridique, gros. Que tu me crois pas, frère. J'allais me peser, frère, je tapais 2 grecs, frère. 2. C'est pas 1. 2. Et je te jure que c'est vrai. Je suis pas un mytho, frère. Les gens du club de Saint-Quentin en Yvelines pourront te dire la vérité. Je te jure que c'est vrai. On faisait des concours, frère. Il y en a, il y avait Sabri, frère. Sabri, lui, mangeait. Il en mangeait, frère. 2 avec 2 portions de frites. Moi, c'est 2, mais une portion, tu vois. Après, c'était trop. Mais pour te dire, ouais, on a fait des conneries comme ça. Mais c'est mauvais au final. Maintenant, non. Le soir, salade de fruits. Non, je jure, c'est vrai. Bah écoute, on arrive à la fin de l'interview. C'était incroyable. Je pense que là, la communauté The Goat va être servie. Et sur ce, moi, je te souhaite un très bon courage pour ton combat. On va essayer de venir supporter au Zénith de Nantes ce week-end. Et un très bon courage pour la suite. Et je te dis merci. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Bah, moi, je voulais juste te remercier d'être passé. Parce que moi, je te connais, au final. Au fond, moi, je savais pas qui tu étais, tu vois. Moi, tu vois, je suis un gentil garçon. Tu m'envoies un message, tu me demandes une interview avec plaisir, tu vois. Je suis pas là pour faire galérer les gens. J'ai rien à gagner, rien à perdre. Mais, non, ça me fait plaisir. D'autant plus qu'on se connaît depuis longtemps et que t'es l'une des seules personnes qui m'a toujours encouragé depuis mes débuts. Je me rappelle très bien, frère, de toi. Je me rappelle très bien. Et ça me fait plaisir. Et c'est pour ça que j'ai aujourd'hui, j'ai toujours parlé avec le cœur, mais aujourd'hui, c'était encore plus, il y avait plus de saveur, tu vois. Merci, on l'a ressenti. Avec grand plaisir. Et tu seras toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Tu seras toujours le bienvenu et n'hésitez pas à liker son YouTube et à partager un maximum de fois la vidéo. Voilà, j'ai parlé avec le cœur aujourd'hui et voilà, maintenant vous allez un peu plus me connaître. Comment je suis dans la vraie vie et plus dans la vraie vie en vrai, hein, que ça. Parce qu'on n'avait pas d'interview d'Ahmed vraiment à cœur ouvert entre guillemets. Si, un petit peu, t'en as. Si, mais oui. Mais disons que celle-là, c'est la meilleure. Allez, on va dire c'est la meilleure, c'est bon? C'est good, ça va. Écoute, allez. Merci à vous. Merci, avec grand plaisir. Merci.
give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.